Simba guitare na maboko okeno melenga elenga mokili ekobaluka atandele mondele akosukwana tandele obaluka atandele mokili ekobaluka Tandele bande kwa tandele atandele. Chers téléspectateurs, de ce qui peut paraître comme étant un hasard, seul le bon Dieu sait bien faire les choses. Lumumba, parmi les évolués, je voudrais bien que le pasteur T puisse nous expliquer au fait qu'est-ce qui a mené les gens à être considérés comme étant évolués. Juste parce que c'est un terme qui est énormément évoqué dans la qualification post-coloniale. Ouais. Non, disons vraiment... post-indépendance, cette catégorie de personnes-là. Qui non, était, et ensuite, excusez-moi, j'évoquais, je disais, quelque chose apparemment hasardeux, Lumumba, qui était là dans le regroupement de ce qu'on appelait les évolués, c'est-à-dire qui aurait bien pu se tenir calme, à l'aise, puisque lui au moins, il vivait bien mieux que beaucoup, devient directeur commercial, acquiert une énorme popularité, ceux qui, sans qu'on le comprenne, est au fait en train de dessiner le destin de cet homme extraordinaire. Je me tourne vers vous, pasteur. Quels sont, tout en vous demandant de pouvoir nous expliquer succinctement, qui appelait-on évoluer, pourquoi les appelait-on évoluer, qu'est-ce qui les faisait d'eux qu'ils soient des évolués, je vous demanderai par la suite de pouvoir nous emmener aux circonstances de l'indépendance, c'est-à-dire qui précède l'indépendance. Qu'est-ce qui nous emmène à cette indépendance? Je voudrais faire un parallélisme entre parce que la politique est souvent liée à la religion. Quand les chrétiens, ou mieux les disciples de Jésus, se sont retrouvés à Antioche, tous ceux qui étaient autour d'eux ont observé qu'il y avait quelque chose de différent dans leur comportement et dans leurs actions. Ils avaient une conduite que les autres n'avaient pas. Ils accomplissaient des choses que les autres n'accomplissaient pas. Et on les appelait des chrétiens, les disciples de Christ. C'est la même chose avec le phénomène des évolués au Congo. Parce que j'ai dit d'abord qu'il fallait une formation. Il fallait aller à l'école primaire qui durait jusqu'à 7 ans. L'école secondaire n'existait pas, l'école normale ou l'école moyenne. Mais tous ceux qui terminaient l'école normale ou l'école moyenne n'accédaient pas facilement ni directement au poste d'évoluer. Étaient évolués, malgré votre diplôme, malgré votre formation, ceux qui adoptaient le comportement des Blancs dans un premier temps. C'est-à-dire qu'ils savaient manger à table avec cuillère et fourchette. Et ce ne sont pas tous les Congolais qui mangeaient avec cuillère et fourchette à table. Mais qui ne mangeaient pas avec cuillère et fourchette à table seuls, qui devaient amener leurs femmes à la table. Pourquoi? Parce que dans la majorité des familles congolaises à l'époque, la femme mangeait dans la cuisine, par terre, et l'homme mangeait sur la table avec cuillère et fourchette, parce qu'il avait appris ça. Donc, lui, il avait appris, il n'apprenait pas à sa femme, et il n'apprenait pas à ses enfants. Or, il y a des Congolais qui ont dit non, moi je viens d'étudier, j'ai acquis de nouvelles connaissances, et je pense que c'est mieux que ma femme mange avec moi. Donc, dès le moment où on vient faire une inspection chez vous, et on trouve que votre femme sait aussi manger à table, avec cuillère et fourchette comme vous,
Parce qu'à l'époque, nous, c'était un cours qu'on apprenait, ce qu'on appelait le savoir-vivre. Comment tenir la fourchette, comment tenir le couteau, où mettre le verre sur la table, comment manger, sans mâcher. Il fallait manger la bouche fermée. Ça, c'est des choses qu'on apprend. Et apprendre seulement ne suffisait pas, il fallait mettre ça en pratique. Donc, on voyait comment vous habillez votre famille, votre femme et vos enfants. Et je dois dire qu'à l'époque, la tenue connue était une culotte blanche au kaki, bien amidonnée. Au point qu'une culotte blanche avec une chemise blanche bien repassée, vous pouvez la mettre sur la rue et elle se tient debout toute seule. Elle ne tombe pas parce que l'amidon tenait. Donc il fallait vraiment savoir bien repasser votre culotte et votre chemise blanche. Et quand vous êtes même sur le vélo, on voit les jambes qui se soulèvent sur la culotte. Alors on commence à vous observer. Et les Belges venaient jusque dans les maisons à la cité, identifier les personnes dont ils ont remarqué le changement de conduite et l'intégration de leur famille. Alors, on les testait d'abord par un nouvel habitat. On te déplaçait là où tu étais, on te faisait une maison plus grande, parce que vous savez aussi que les maisons, vous pouvez voir jusqu'aujourd'hui, prenez Kaouka, ce qu'on appelle le camp au Traco, Onatra. Vous n'avez que le petit salon, une chambre, même si vous êtes à 5, c'est une chambre, la cuisine derrière, la toilette dehors. Parce que vous allez à Ngaba jusqu'aujourd'hui, vous allez à Messina, vous allez à Kimbanseke. La méthode des maisons des Congolais moyens, c'est juste une chambre ou deux. Même si vous êtes avec beaucoup d'enfants, les enfants dorment au salon par terre. Et quand vous pouvez vous habituer à dormir séparément de vos enfants, vous les mettez dans leur propre chambre et chaque enfant vous lui donnez une chambre. Vous comprenez naturellement qu'on vous considère comme un blanc. Donc vous êtes un évolué. Vous êtes capable d'être le modèle pour les autres. C'est ça qu'on appelle les évolués. Comment vous parlez? Est-ce que vous maîtrisez le français? Et c'est ça qui a fait que les Congolais de l'époque, ils maîtrisaient le français. Même s'ils n'ont fait que l'école primaire. Ceux qui ont le français, ils sont correct. Ils savent conjuguer le verbe. Et quand ils parlent, on dit non, c'est un intellectuel. Ça n'est qu'à l'école primaire. Alors, les gens qui se remarquaient, les Belges ont commencé à les distinguer. Et ces distinctions a causé aussi des problèmes parce que ceux qui étaient devenus des évolués se considéraient comme supérieurs aux autres Congolais. Et c'est là où Lumumba vient s'intégrer pour dire non, je suis évolué, j'agis et je vis avec les Belges, mais je reste Congolais. Et Lumumba passait, si nous continuons, vous allez découvrir, par exemple, le premier incident entre Kasavubu, Lumumba et Mobutu, c'est parti d'où? Je vous le dirai. Et vous saurez que non, tout vient du cœur. Donc, la conduite et le comportement et les actions. C'est ça qui a fait que les chrétiens, les disciples sont appelés chrétiens. Même aujourd'hui, nous qui venons à l'église, nous ne venons pas pour venir. Il faut que nous marquions la différence dans notre conduite. La Bible dit, il y a deux choses qui distinguent ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Leur conduite et leurs actions. La foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Il faut montrer par les œuvres ce que vous croyez. Alors, les évoluer, plus le nombre s'est élargi au fur et à mesure que les autres voyaient que, mais tiens, l'homme avec lequel nous étions maintenant, il a plus de faveur, il a pu avoir un meilleur travail. Maintenant, peut-être au lieu de porter toujours son sac et l'autre kaki, on te permet d'aller au travail avec un pantalon, de mettre une veste, de mettre la cravate. Le Congolais ne pouvait pas aller au travail avec la cravate, c'est pour les Belges. Donc, un grand nombre a commencé à aspirer, à devenir évolué. Et au fur et à mesure que le nombre augmentait, vers 56 déjà, l'embryon de l'université avait commencé. Les Congolais commençaient à aller à l'université vers 56. Et quand nous arrivons à l'indépendance, nous avons déjà des écoles supérieures qui ont commencé. Nous avons déjà des hommes et des femmes qui sont allés dans des écoles en Belgique, qui commencent à revenir avec une formation plus connue. Nous avons les premiers gradués. Le premier gradué dont je me souviens, c'est Disengo Moka,
qui était de Kimpese, qui a fait la régence en Belgique. Et puis les autres vont venir. Les Kanza et les autres qui vont finir l'université, qui vont commencer à s'intégrer à l'indépendance. Nous avons au moins 4 universitaires. Je vous réoriente, pasteur. Bon. Qu'est-ce que il y a tellement de choses à dire. Ce cadre de l'indépendance, qu'est-ce qui nous amène maintenant à l'indépendance? Voilà. Alors, le mouvement se déclenche en 58 avec le retour. Ça, c'est le point de départ. Les autres leaders politiques qui vont émerger, ils recevront l'écho de ce que Lumumba est en train de dire. Et comme Lumumba avait la facilité de voyager dans toutes les provinces, c'est comme ça que vous allez voir que du côté du Katanga, Tchombe se lève, du côté du Kassai, Kalonji se lève. Qu'il rencontre, des personnalités qu'il rencontre? Il allait les rencontrer, et même si ils ne l'aimaient pas. Dans l'optique politique ou... Non, d'abord c'était une idée. Une idée. L'idée, nous voulons être indépendants. Qu'il a fait bourgeonner. Oui. Nous voulons être indépendants. Et les gens commençaient à lire à l'époque. Et le panafricanisme commençait à se répandre. Je crois que c'est vers cette époque aussi que la radio est entrée dans les mœurs. On a commencé à donner des informations à la radio. La RC, je crois ça s'appelait la radio congolaise. Parce que déjà à cette époque, il n'y avait pas de télévision, mais il y avait déjà la radio. Donc l'information commençait à passer. Et partout où quelqu'un se sentait maltraité, il se disait, mais je peux revendiquer aussi des droits. Et c'est comme ça que vous allez voir dans chaque Bolikango, vous allez voir que dans chaque province, il y aura au moins un évolué qui va surgir. Voilà, s'élever pour dire non, nous voulons des changements, non, nous voulons l'indépendance. Regardez bien, dans chaque province, je n'aurai pas le temps d'entrer dans ce détail-là, mais si quelqu'un peut faire même une petite recherche, vous verrez que dans chaque province, vers les années 58, les années 58 et 59, il y avait ce qu'on appelle une émancipation culturelle, une prise de conscience. Voilà le terme qui était utilisé, la prise de conscience, qui est émanée de Lumumba et qui a touché Kasavubu, qui a formé le premier parti politique. C'était l'Abaco. C'était d'abord une association pour mettre tous les Bakongo ensemble, mais c'est devenu un parti politique. Alors Lumumba a créé le mouvement national congolais et les autres ont créé tous les partis régionaux que vous connaissez, parce que chaque leader se voyait responsable de sa région. Il disait, moi je suis dans le Kivu, moi je suis à l'Équateur, moi je suis dans le Haut-Congo, moi je suis dans le Bas-Congo, moi je suis dans le Kwilu, comme on appelait, ainsi de suite. Et à 60, voilà le déclenchement, parce que la Belgique est secouée avec les événements du 4 janvier et les discours qui ont été faits et tous les écrits de l'époque. La Belgique est secouée. Alors, la Belgique propose de discuter, de négocier les termes de l'indépendance avec les leaders congolais. Quand ils se retrouvent à la table ronde, tout le monde est là, sauf Lumumba qui est en prison à Stanleyville. Et qui plaide la cause de Lumumba à cette conférence, c'est Mobutu, qui dit nous ne pouvons pas tenir cette conférence en Belgique si Lumumba n'est pas libéré. Et la Belgique va dépêcher un avion particulier pour aller chercher Lumumba de Stanleyville jusqu'à Bruxelles pour participer à la conférence. Et quand Lumumba arrive, c'est tout le monde qui acclame parce qu'on se dit il ne manque que lui. Et à cause de Lumumba, ils se conviennent parce qu'il y avait des propositions, les Belges voulaient prolonger encore de 40 ans la colonisation pour permettre la formation des cadres et tout ça, mais les Congolais ont dit non, nous voulons l'indépendance immédiate. Et le terme indépendance immédiate est sorti de la table ronde de Belgique. Et ils sont restés là-bas jusqu'à ce qu'ils ont forcé la Belgique à accepter de leur donner l'indépendance immédiate, comme déjà 4 États africains venaient d'accéder à l'indépendance. Le Congo voulait devenir indépendant. Et la Belgique s'est mise d'accord malgré elle. Parce qu'il y avait un plan de 100 ans et un plan de 40 ans pour permettre la formation des cadres. Les Congolais ont refusé et ils ont signé l'accord de donner l'indépendance le 30 juin 1960. Et quand
le temps d'élaborer la première constitution arrive, ce sont les Belges qui proposent la constitution belge modifiée aux Congolais. Les Congolais n'ayant pas eu le temps de relire la constitution, ils l'ont signée, ils l'ont approuvée, alors que ce n'était qu'une transcription de la constitution belge. Or, la mentalité des Belges n'était pas du tout la même avec la mentalité des Congolais. Or, la compréhension des choses par les Belges n'était pas la même que la compréhension des Congolais. Or, la configuration politique des Belges n'était pas la même que la configuration politique des Congolais, mais les Congolais n'ont pas eu le temps de lire ce document qu'ils ont signé un peu aveuglement. Tout ce qui les intéressait, c'est l'indépendance. Tout ce qui intéressait les leaders, c'est de prendre le pouvoir, de remplacer les Belges pour qu'ils deviennent eux-mêmes les Belges des Congolais. C'est comme ça qu'ils se sont précipités à arracher l'indépendance. Et là, c'est la page qui commence à devenir sombre pour quelqu'un qui observe les choses avec un esprit de neutralité et d'objectivité. Je ne sais pas si nous pouvons déjà parler. Je voudrais c'est juste vraiment donner un éclairage suffisant sur cette période qui est extrêmement importante d'ailleurs, sur laquelle qui fait le thème de l'émission de ce soir. Vous avez évoqué, le pasteur Ti a évoqué que la popularité de Lumumba était à telle enseigne que pour le briser, on l'a conduit en prison. Ouais. Était-ce du fait politique ou simplement du fait commercial? Qu'est-ce qui crée les partis politiques? Parce que j'ose penser que dans la période qui a précédé l'indépendance, ce n'était pas en toute liberté que les Congolais se regroupaient. Ce n'est pas en toute liberté que les Congolais créaient des associations. Comment sont-ils passés de la vie ordinaire à celle de l'expression politique, c'est-à-dire dans les regroupements d'ordre politique? C'est extrêmement important parce que il faut les appeler ces leaders, ces pères de notre indépendance qui se sont retrouvés à la table ronde de Bruxelles. Qu'est-ce qui a fait justement que ce sont ceux-là qui se sont retrouvés là-bas à Bruxelles? Je crois que cet élément est extrêmement important. Vous avez, le pasteur Ti a évoqué le Mobutu, qui sera l'une des personnes qui exigera que absolument Lumumba fasse partie prenante de ceux qui s'étaient retrouvés à Bruxelles, à la table ronde de Bruxelles, durant laquelle ils ont, dans l'évolution de leur discussion, trouvé la voie qui allait les conduire à exiger et à obtenir cette indépendance. Pasteur Ti, je me tourne vers vous. Je trouve que c'est un élément extrêmement important. Mais comment naissent ces partis politiques? Comment passe-t-il de regroupement ordinaire aux partis politiques? Et comment se fait-il, après ces regroupements politiques, se retrouve-t-il à Bruxelles? Bien que vous ayez évoqué, nous l'avons tous entendu, la popularité de Lumumba, mais qu'est-ce qui en fait un leader politique autour desquels tout le monde se regroupe? Quand ils faisaient le tour à travers le Congo, vous avez dit, ils avaient des causeries, ils avaient des entretiens. Était-ce du fait du politique ou du fait de la popularité simplement de la personne? Non, je dois être vraiment très clair parce qu'il y a quelqu'un qui recevra une leçon de ce que je vais dire maintenant. Parce que ce qui s'est passé du temps de Lumumba se passe encore aujourd'hui et je suis sûr que ça se passera encore. Le fait que le roi Baudouin qui arrive en Belgique, qui arrive au Congo en 1955, a un entretien avec Lumumba avant qu'il devienne directeur commercial de la Bralima, pour vendre la Polar. Parce que c'est un ministre des colonies qui va le recommander au directeur général de la Bralima de l'engager. Je ne dirais pas que c'est sur recommandation du roi. Quand quelqu'un commence à approcher les personnalités mondiales, elle attire l'attention de tout le monde et on le garde à vue. On a dit de Lumumba qu'il était fiché. C'est-à-dire que la colonie belge a fait une fiche sur Lumumba pour dire il faut le surveiller, c'est un homme dangereux. Comment ça se fait que le roi vient ici? L'entretien qu'il a eu avec lui a été plus long que l'entretien qu'il a eu avec le gouverneur général.
Ce sont les services de sécurité qui prennent les choses de cette manière. Les services secrets. Et je dis qu'aujourd'hui, tout homme, et surtout au Congo, tout Congolais, qui a une opinion différente des autres, qui attire l'attention des autres, est fiché. Et c'est dangereux parce que ça ne se passe pas dans les démocraties, ça se passe dans les pays dominés. Je veux que quelqu'un comprenne ça. En Angleterre, il y a la démocratie, que ce soit, comment s'appelle le nouveau Premier ministre? Gordon Brown? Non, l'actuel? Le conservateur. David Cameron. Que ce soit Cameroun qui attire l'attention de la population, que ce soit Brown, il n'y a personne qui va le ficher. Il est un membre d'un parti, il exprime l'opinion de son parti, il a des idées à exprimer. Dans la démocratie, c'est la confrontation des idées. Comme on dit, du choc des idées, j'ai la lumière. Mais dans les pays dominés, il n'y a pas de choc des idées. Ou vous faites comme moi, ou vous êtes un ennemi. Donc, dès l'époque où Lumumba a rencontré le roi, il était fiché parce que c'était la domination. On voulait savoir, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe que cet homme-ci se permette d'avoir... Il n'a pas parlé, le roi Baudouin n'a pas parlé avec d'autres leaders congolais. Il a parlé avec Lumumba. Donc, depuis 1955, il était fiché, on le suivait. Maintenant, on le recommande ralliement. On le suit partout, on voit comment il monte en ascension, en popularité. Et son influence atteint les autres provinces. Dans chaque province, voilà un homme qui commence à émerger. Et ce sont ces hommes-là, pour répondre à votre question, ce sont ces hommes-là qui vont se constituer un leader des masses. Et à partir de l'exemple de l'Abaco, parce que si vous regardez bien, tous les premiers partis politiques n'étaient que des associations tribales ou régionales. Prenez les Balubakat, prenez les Mongo, les Anamongo, les MNC Kalonji, les Bolikango. Prenez, voilà, MNC Kalonji, c'était des associations tribales. Et les associations tribales, à cause du désir d'accéder à l'indépendance, ne peuvent plus se présenter comme association tribale, il faut se présenter comme parti politique. Parce que selon les règlements des associations tribales, il y a des endroits où on dit on doit observer, on doit être apolitique. Et si vous désignez comme une association apolitique, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire la politique. Vous ne pouvez pas faire la politique. Oui. Or, et là, c'était la politique qui était la préoccupation de tous les leaders. C'est comme ça que les associations tribales sont devenues des partis politiques. Et les partis politiques qui ont émergé... Il n'y avait pas cette exigence de tendance nationale ou de regroupement, de représentation nationale. Ils sont partis sur un terrain vide, vierge, il n'y avait rien avant. Parce que même les Belges n'avaient pas de parti politique au Congo. Donc, les Congolais sont partis d'un terrain vierge. Donc, ils pouvaient pratiquement faire ce qu'ils voulaient. Mais ils étaient les premiers à avoir des partis politiques. Alors, à cause de ça, les premiers partis politiques se forment, mais elles versent sur le tribalisme. Elles veulent attirer les gens qui appartiennent à leur tribu. Qu'est-ce qui mène à ça? D'abord, c'est la recherche de la popularité. De la popularité. Oui. Et puis l'adhésion plus facile des adhérents. Des connaissances, les gens viennent non plus connotations culturelles. Quand vous pensez je suis le vôtre. Je suis le vôtre pas en tant que nationaliste, mais en tant que parlant la même langue. Le même dialecte. D'ailleurs, c'est ça qui a fait qu'à un certain moment donné, la sécession est commencée sur des bases tribales. Quand on a connu des sécessions, c'était sur base tribale. C'était pas sur base politique ou de besoins nationaux, c'était sur des bases tribales. Bref, les associations tribales engendrent des partis politiques, les partis politiques se retrouvent et elles se décident de réclamer l'indépendance. Et ça, sans l'accord des populations.
moi je dois mettre personnellement cet accent parce que là je vois la chose en tant qu'historien. Ailleurs on fait ce qu'on appelle des référendums, demander l'avis de la population. Aujourd'hui chez nous c'est ça, les partis politiques ne demandent pas l'avis des adeptes, oui, des paysans. Comme ce qui se fera beaucoup plus tard dans ce que l'on a appelé, ça ne remonte pas de très loin dans l'histoire de notre pays, le dialogue intercongolais. Voilà. Alors, nous aboutissons au 30 juin et je disais que par la grâce de Dieu, le 30 juin, j'étais à Kinshasa. La date est maintenue, elle est confirmée, mais vous allez remarquer une chose importante. À cette date et à cette cérémonie, il n'y avait pas beaucoup de représentants des pays étrangers, très peu. C'est pourquoi il n'y avait aucun chef d'État étranger qui pouvait prendre la parole. Je me demande même, j'avais 19 ans, si dans les archives, on peut retrouver combien de chefs d'État étaient venus. Des hommes comme les Nkrumah, les Sékou Touré, tout ça. N'avons-vous jamais vu d'ailleurs les évoquer dans l'histoire? Non, de la journée de l'indépendance. Donc c'était une indépendance donnée un peu comme en catimini, comme... une sorte d'avorton, vous accepteriez le terme? Comment? Une sorte d'avorton, vous accepteriez le terme? Bon, parce que les Congolais eux-mêmes ont mis beaucoup d'accent dessus. Mais moi je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi les autres États, que ce soit des États européens, que ce soit des États africains, ne sont pas venus à cette date d'indépendance. Est-ce que ce n'est pas le même phénomène qui continue jusqu'à aujourd'hui? Que nous célébrons ces dates à peine avec un voisin ou un autre qui sont impliqués dans ce qui se passe chez nous. Ils viennent pour intérêt plutôt que pour des réjouissances avec nous. Bref. La date de l'indépendance, juste pour vous poser une question liminaire, celle de l'indépendance du Congo, elle coïncide avec les indépendances de quel autre pays africain? À cette époque, il y avait la Côte d'Ivoire qui était en train de se préparer à l'indépendance. Parce que la Côte d'Ivoire a eu son indépendance en 60 aussi. Il y avait le Ghana qui avait déjà accédé à l'indépendance. Il y avait le Libéria qui était déjà indépendant en tant qu'État africain. Et il y avait la Guinée qui se préparait aussi à l'indépendance. Le Congo-Brazzaville? Le Congo-Brazzaville, c'était un an après. Le Congo-Brazzaville, c'était un an après. Ils ont eu l'indépendance en 61. Bref, voilà, c'est l'indépendance le 30 juin. Et là, c'est là où vraiment j'ai des éléments à apporter à la connaissance de la jeunesse par rapport aux 3 discours qui étaient prononcés. J'étais dehors quand les manifestations ont commencé parce que nous, on venait de Belge, on venait de la cité. Il y en a qui ont fait le pied pour aller jusqu'à Kalina, qu'on appelle aujourd'hui la Gombe, aller jusqu'au palais du peuple, qui s'appelait le palais de la nation à l'époque. Et la résidence où se trouve maintenant... Le palais de la nation dont il faudrait donner une explication précise aux téléspectateurs, c'est celui qui sert actuellement de bureau à la personne qui dirige notre pays. Et c'est à quelques mètres du palais de la nation, oui en effet, c'est à quelques mètres du palais de la nation où était juché le monument que certains ont connu, celui de Léopold II, un monument équestre. C'est à cet endroit-là que l'on a dressé le mausolée de Laurent Désiré Kabila. C'est à cet endroit-là. C'est pour vous situer et pouvoir relever exactement. Quand on parle du palais de la nation, ce n'est pas l'actuel palais du peuple. Non. Le palais de la nation, c'est à cet endroit qu'avait eu lieu la cérémonie de l'indépendance. Pasteur Ti, qu'est-ce qui se passe exactement le 30 juin de l'indépendance? Vous êtes jeune, qu'est-ce qui se passe? Il y a une euphorie de joie. Il y a une joie immense. Les gens qui ne pouvaient pas aller jusqu'au palais de la nation se sont retrouvés dans les bars pour boire et danser et se réjouir, parce que même si on ne savait pas ce que signifiait l'indépendance, même si on ne savait pas ce que l'indépendance apportait au petit peuple, il y avait une effusion générale de joie, un changement de mentalité, parce que le peuple se disait, enfin,
nous devenons libres et nous allons faire ce qu'il nous convient de faire pour vivre heureux et mieux qu'avant. Ça se traduisait même dans l'hymne national qui a été composé à cet effet. Et ce jour-là, une grande masse se déplace vers le palais de la nation. Les rues sont bordées de monde. Les cortèges officiels empruntent les rues principales parce que c'était Kalina, tout se passait de ce côté-là, la ville est bien entretenue. Et l'artère principale, je crois que c'est celle qui est demeurée entre le palais de la justice et ce qu'on appelle le palais de la nation. Bon, ça c'est ce tronçon-là qui était comme le boulevard, mais c'était bien entretenu. On avait mis des pierres blanches tout le long du parcours, des pierres qu'on avait peintes en blanc pour donner... En fait, la ville est enjolivée, voilà, pour la circonstance. Pour donner un éclat à l'événement. Et c'est là que le cortège officiel est passé. Et même l'incident de quelqu'un qui avait volé le sabre du roi s'est passé sur ce parcours-là. Mais il y avait tellement de monde que nous autres, on était à distance, on n'a pas pu... Ça a paru anodin. Voir qui a fait ça, voilà, ça a paru anodin. Bref, nous suivons avec des haut-parleurs qu'on a mis dehors ce qui se passe dedans. C'est là où se tenait le Parlement. Et le roi des Belges et le chef d'État qui a été voté, et le Premier ministre. Ce qui était remarquable, c'est que le Premier ministre était comme la grosse poule qui était dans la casserole. C'est lui que les gens voyaient. Les autres n'étaient que des poussins. Ça, même le roi, les gens l'ignoraient, les gens voyaient Lumumba. Le chef de l'État, les gens l'ignoraient, les gens voyaient Lumumba parce qu'on attendait le discours de Lumumba plus que le discours du roi et le discours du président de la République. Qui avait été prévu, juste pour vous poser la question, je sais que vous allez pouvoir l'évoquer, qui avait été prévu, oui ou non? Parce que d'aucuns disent que Lumumba, dans le protocole de la cérémonie, rien n'avait été prévu pour qu'il prononce ce discours. C'est vrai, quand on voit les images, on voit un homme préoccupé à certains moments avec quelque chose dont je ne pourrais pas apporter des précisions en disant si c'est un carnet ou un ensemble de feuillets, le raturer, apporter certainement des modifications qui feront sa joute oratoire. Et on parle de Kasavubu, qui est le président reconnu, qui prononcera un discours, et par la suite, le roi Baudouin il répondra à son discours, et ensuite interviendra, étonnamment de toute l'assistance, Lumumba. Vous abondez dans le même sens? Moi, je n'aborde pas dans le même sens parce que dans un protocole comme celui-là, une telle improvisation ne pouvait pas être acceptée. Je n'étais pas là à l'intérieur de la salle et je n'avais pas reçu le programme officiel, mais c'est par rapport au protocole. Et un protocole d'État doit être arrêté bien à l'avance parce que les autorités nationales et internationales ne peuvent pas venir dans un endroit sans savoir ce qui va se passer. Minute par minute, seconde par seconde. Ça, c'est la routine. Donc je me dis que le discours de Lumumba était prévu parce que la majorité parlementaire était derrière lui. Et de ce fait, même le chef de l'État savait que le mot qui sortira du Premier ministre va marquer l'événement. Donc moi, je vois par rapport au protocole d'État où l'on ne pouvait pas permettre quelque chose d'improvisé. Mais ce qui est vrai, c'est le contenu. Il y a des modifications qu'il a apportées sur les lieux. Et c'est comme ça qu'il a fait un discours rectificatif à la soirée. Suite, oui. Quand ils se sont retrouvés à la soirée pour dans le cadre des festivités. Voilà, clôturer les festivités, il a fait un discours avec des paroles tout à fait différentes. Contradictoires? Pas contradictoires, au contraire, je dirais que c'est des paroles plus diplomatiques. Ok. Qu'il s'est exprimé plus comme diplomate
que comme un Premier ministre passionné. Parce que le discours qu'il avait fait devant le roi était plus adressé au peuple congolais qu'aux étrangers. Tandis que le discours du premier président, du premier chef de l'État, était plus diplomatique effectivement. Il s'est adressé longtemps au roi des Belges, longtemps au gouvernement belge, longtemps aux colonisateurs, et puis même, je dirais, très peu au peuple congolais. Et c'est là où les gens disent, il ne nous a pas parlé, nous attendons le Premier ministre. Oui, Pasteur T, à cet effet, je voudrais bien vous permettre, cela est bien nécessaire. Qu'en était le contenu? Vous nous dites pouvoir l'évoquer, oui, même succinctement, mais succinctement, ça envoie la chandelle. Je crois que c'est bon pour le téléspectateur qui n'ont peut-être jamais eu vent de ces 3 discours. Je vous en prie. Au fait, le premier discours était le discours du roi Baudouin. Et écoutez aussi comment le roi Baudouin introduit son discours. Il dit, Monsieur le Président, Messieurs. Donc déjà, il ne mentionne pas le Premier ministre. Un ordre de préséance qui s'arrête uniquement. Il ignore en fait. Il ignore en quelque sorte. Il dit, l'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Elle marque une heure décisive dans les destinées non seulement du Congo lui-même, mais je n'hésite pas à l'affirmer de l'Afrique tout entière. Alors là, je dépasse ce qu'il a dit. Il dit ceci. Nous sommes heureux d'avoir ainsi donné au Congo, malgré les plus grandes difficultés, les éléments indispensables à l'armature d'un pays en marche, puisque c'est un peu ça le thème de votre émission, sur la voie du développement. Le grand mouvement d'indépendance qui entraîne toute l'Afrique a trouvé auprès du pouvoir belge la plus large compréhension. En face du désir unanime de vos populations, nous n'avons pas hésité à vous reconnaître dès à présent cette indépendance. C'est à vous, messieurs, qu'il appartient maintenant de démontrer que nous avons eu raison de vous faire confiance. Dorénavant, la Belgique et le Congo se trouvent côte à côte comme 2 États souverains, mais liés par l'amitié et décidés à s'entraider. Aussi, nous remettons aujourd'hui entre vos mains tous les services administratifs, économiques, techniques et sociaux, ainsi que l'organisation judiciaire, sans lesquelles un État moderne n'est pas viable. Les agents belges sont prêts à vous apporter une collaboration loyale et éclairée. Votre tâche est immense et vous êtes les premiers à vous en rendre compte. Les dangers principaux qui vous menacent sont l'inexpérience des populations à se gouverner, les luttes tribales qui jadis ont fait tant de mal et qui à aucun prix ne doivent reprendre, l'attraction que peuvent exercer sur certaines régions des puissances étrangères prêtes à profiter de la moindre défaillance. Vos dirigeants connaîtront la tâche difficile de gouverner. Il leur faudra mettre au premier plan leurs préoccupations, quel que soit le parti auquel ils appartiennent, les intérêts généraux du pays. Ils devront apprendre au peuple congolais que l'indépendance ne se réalise pas par la satisfaction immédiate des jouissances faciles, mais par le travail, par le respect de la liberté d'autrui et des droits de la minorité, par la tolérance et l'ordre sans lesquels aucun régime démocratique ne peut subsister. Et le roi termine comme ceci. Le monde entier a les yeux fixés sur vous. À l'heure où le Congo choisit souverainement son style de vie, je souhaite que le peuple congolais conserve et développe le patrimoine des valeurs spirituelles, morales et religieuses qui nous est commun et qui transcendent les vicissitudes politiques et les différences de race,
ou des frontières. Restez unis et vous saurez vous montrer digne du grand rôle que vous êtes appelés à jouer dans l'histoire de l'Afrique. Peuple congolais, mon pays et moi-même, nous reconnaissons avec joie et émotion que le Congo accède ce 30 juin 1960 en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Que Dieu protège le Congo. Ça, c'est le roi des Belges. Chers téléspectateurs, nous allons revenir une nouvelle fois sur les explications nous apportées par le pasteur Ti, qui a évoqué la journée de l'indépendance. La journée de l'indépendance et le discours prononcé par le roi Baudouin Ier, souverain du royaume de Belgique. J'espère que vous avez pu, d'une certaine manière, analyser, comme je voulais dire, le contenu, la contenance. Ce discours, c'est un avis que j'aimais. Je pense, il est tellement teinté d'exhortation, il est tellement véridique dans la profondeur de son message. À tel enseigne que je me pose la question, les contradictions qui ont suivi par la suite, elles étaient dues à quoi? Mais je ne voudrais pas anticiper sur les choses. Je reviens vers le pasteur Ti, parce qu'en plus du discours du roi Baudouin, il y a également eu le discours de M. Joseph Kasavubu, il y a également eu le discours de Patrice Emery Lumumba. Je vous en prie, pasteur Ti. Ok, c'est pour que nous allions assez rapidement, afin que nous puissions avoir en tout cas le panorama de ce qui s'est passé sur la scène, hein, ce jour-là. Alors, le président Kasavubu intervient. Il commence par s'adresser aux sœurs, sires, excellences, mes chers compatriotes. Au moment solennel où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire pleinement indépendante et souveraine, au moment où nous ressentons intensement le caractère irrévocable et définitif du pas que nous franchissons, nous ne pouvons pas nous empêcher de mesurer la gravité de nos responsabilités et dans une attitude de profonde humilité de demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire ses dirigeants. À vous tous et à vous toutes, artisans incomparables de la grandeur de votre patrie, le Congo indépendant que vous avez créé, vous dit avec émotion sa gratitude infinie et vous assure solennellement que jamais vous ne serez oubliés. Tournons-nous maintenant vers l'avenir. À l'aube de l'indépendance, se lève sur un pays dont la structure économique est remarquable, bien équilibrée et solidement unifiée. Mais l'état d'inachèvement de la conscience nationale parmi les populations a suscité certaines larmes que je voudrais dissiper aujourd'hui en rappelant que tous les progrès qui ont été déjà accomplis en ce domaine et qui sont les plus sûrs garants des étapes qui restent à parcourir. La Belgique a eu alors la sagesse de ne pas s'opposer au courant de l'histoire et comprenant la grandeur de l'idéal de la liberté qui anime tous les cœurs congolais, elle a su faire sans précédent dans l'histoire d'une décolonisation pacifique, faire passer directement et sans transition notre pays de la domination étrangère à l'indépendance dans la pleine souveraineté nationale. Mais si nous pouvons nous réjouir de cette décision, nous ne devons pas oublier que c'est à nous désormais à prendre le relais et à rassembler les matériaux de notre unité nationale, à construire notre nation dans l'union et la solidarité. Nous disposons pour cela d'un large éventail de moyens, mais il faudra que nous les utilisions avec sagesse, sans hâte ni lenteur, avec le souci de s'adapter harmonieusement au rythme normal des choses, sans essouffler les populations par une marche trop rapide qui risquerait d'en laisser certaines hors haleine sur le bord de la route, mais sans se complaire non plus dans une administration béate de ce qui est déjà fait.
la conscience nationale pousse depuis longtemps les populations congolaises vers plus de solidarité. Nous aurons à favoriser plus que jamais ce mouvement de rapprochement national. Un rôle tout spécial sera dévolu dans cette recherche d'une plus grande cohésion nationale aux institutions centrales du pays et surtout à l'action des chambres législatives. Certains d'entre nous, messieurs les sénateurs et messieurs les députés, ont pour la première fois sans doute côtoyé des élus venant d'autres provinces. Grande a été leur surprise de constater que votre idéal et vos préoccupations étaient si proches des autres. J'ai la conviction que vous ferez de ces assises le véritable creuset d'une conscience nationale toujours plus développée. Nous aurons également, dans tout le pays, développé l'assimilation de ce que 80 ans de contact avec l'Occident nous a apporté de bien. La langue qui est l'indispensable outil de l'harmonisation de nos rapports, la législation qui insensiblement a influé sur l'évolution de nos coutumes diverses et les a lentement rapprochés, et enfin et surtout la culture. Une affinité fondamentale de culture rapproche déjà tous les Bantous. Aussi, le contact de la civilisation chrétienne et les racines de cette civilisation a poussé en nous permettront au sang ancien revivifié de donner à nos manifestations culturelles une originalité et un éclat tout particulier. Nous aurons à cœur de favoriser l'éclosion de cette culture nationale et d'aider toutes les couches de la population à percevoir le message et à en approfondir la portée. Nous aurons là une mission essentielle à remplir, car la culture sera le véritable ciment de la nation. Cette recherche, ainsi que la mise en place des matériaux destinés à notre unité nationale, doit devenir la préoccupation dominante de tous. Aucun habitant de ce pays ne peut se refuser de participer à cette obligation capitale. Nous serons pour cela dans ce vaste chantier de 14 millions d'habitants qui est notre pays, éclairer et guider tous ceux qui y œuvrent dans l'enthousiasme. C'est cette communauté d'efforts, de peines et de travail qui achèvera le plus sûrement d'unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Nous montrerons aussi au monde, par nos actes, que nous sommes dignes de la confiance que le peuple a placée en nous et que de nombreux pays nous témoignent déjà. Nous ne les décevrons pas. Fin du discours du président Kasavubu. Ensuite vient le discours de Patrice. Vient le discours de Lumumba. Et comme nous avons fait remarquer, pendant que les autres parlaient, Lumumba était en train de prendre des notes et d'écrire sur sa feuille. Alors, le discours du Premier ministre Patrice Lumumba, il commence comme ceci. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance aujourd'hui victorieux. C'est vrai, ça stigmatise bien qu'il s'adresse aux Congolais. Voilà. Aucun mot au roi de Belge, aucun mot au chef de l'État, il s'adresse directement aux Congolais. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à mes côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous gardez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de son nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fut de larmes, de feu et de sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce que fut notre sort en 80 ans de régime colonialiste, nos blessures sont encore trop fraîches et trop douleuses pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires
qui ne nous permettait pas ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que le vous honorable était réservé au seul blanc. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître le droit du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des réfugiés, des relégués, des opinions politiques ou croyances religieuses exilés dans leur propre pays. Leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs, que noirs n'étaient admis ni dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins dits européens, que noirs voyageaient à même la coque des péniches au pied d'un blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères, les cachots où furent brutalement jetés ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'une justice d'oppression et d'exploitation. Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert. Mais tout cela aussi, nous que le vote de vos représentants élus a agréé pour diriger notre cher pays, nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre cœur de l'oppression colonialiste, nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté et nous allons faire du Congo le centre du rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous allons veiller à ce que les terres de notre parti profitent véritablement à ses enfants. Nous allons revoir toutes les lois d'autrefois et en faire de nouvelles qui seront justes et nobles. Nous allons mettre fin à l'oppression de la pensée libre et faire en sorte que tous les citoyens jouissent pleinement des libertés fondamentales prévues dans la Déclaration des droits de l'homme. Nous allons supprimer efficacement toute discrimination, quelle qu'elle soit, et donner à chacun la juste place qui lui vaudra sa dignité humaine, son travail et son développement, son dévouement au pays. Nous allons faire régner non pas la paix des fusils et des baïonnettes, mais la paix des cœurs et des bonnes volontés. Et pour tous cela, chers compatriotes, soyez sûrs que nous pouvons compter non seulement sur nos forces énormes et nos richesses immenses, mais sur l'assistance de nombreux pays étrangers dont nous acceptons la collaboration chaque fois qu'elle sera loyale et ne cherchera pas à nous imposer une politique quelle qu'elle soit. Dans ce domaine, la Belgique, comprenant enfin le sang de l'histoire, n'a pas essayé de s'opposer à notre indépendance. Elle est prête à nous accorder son aide et son amitié. Et un traité vient d'être signé dans ce sens entre nos deux pays égaux et indépendants. Cette coopération, j'en suis sûr, sera profitable aux deux pays. De notre côté, tout en restant vigilants, nous saurons respecter les engagements librement consentis. Ainsi, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le Congo nouveau, notre chère République, que mon gouvernement va créer, sera un pays riche, libre et prospère. Mais pour que nous arrivions sans retard à ce but, vous tous, législateurs et citoyens congolais, je vous demande de m'aider de toutes vos forces. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent et risquent de nous faire mépriser à l'étranger. Je demande à la minorité parlementaire d'aider mon gouvernement par une opposition constructive et de rester strictement dans la voie légale et démocratique. Je vous demande à tous de ne reculer devant aucun sacrifice pour assurer la réussite de notre grandiose entreprise. Je vous demande enfin de respecter inconditionnellement la vie et les biens de vos citoyens et des étrangers établis dans notre pays. Si la conduite de ces étrangers laisse à désirer, notre justice sera prompte à les expulser du territoire de la République
Si par contre leur conduite est bonne, il faut les laisser en paix, car eux aussi ils travaillent à la prospérité de notre pays. L'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tout le continent africain. Notre gouvernement fort, national, populaire sera le salut de ce pays. J'invite tous les citoyens congolais, hommes, femmes et enfants, à se mettre résolument au travail en vue de créer une économie nationale prospère qui consacrera notre indépendance économique. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain. Alors, je vous dis que ce discours a été très applaudi. Et à chaque fois qu'il le disait, il y avait des arrêts par des applaudissements des parlementaires et de la population. Alors, vous remarquez quelque chose, leur contenu et leur ton est différent. Totalement différent. C'est différent du roi Baudouin, c'est différent du chef d'État Kasavubu, et c'était particulier pour Lumumba. Je ne sais pas quelles questions vous aimeriez poser, je ne sais pas quelles leçons nous aimerions tirer, mais c'est l'histoire et nous devons l'exploiter. En substance, chers téléspectateurs, vous vous rendrez compte, peut-être le constaterez-vous, allez-vous le constater comme moi, que tous ces discours sont pavés de très bonnes intentions. Ce sont de très beaux discours, très bien composés, avec un contenu fin, beau, aussi bien à écouter, à entendre. Mais alors, que se passe-t-il qui fasse basculer cette réjouissance, cet événement, cette proclamation de l'indépendance? Parce que, nous allons rapidement l'évoquer, ce gouvernement dont l'installation est marquée par cette journée solennelle ne durera que quelques mois. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Était-ce un discours déjà infecté d'un virus? N'était-ce, comme j'utilisais le mot, justement un discours de bonnes intentions? Mais où alors se situe le croc en jambe qui fait qu'en quelques mois, le Congo bascule dans l'horreur? Pasteur Ti, comment allez pouvoir l'expliquer? Je crois que c'est là où je vais conclure pour aujourd'hui. Il y a une anecdote que je considère comme véridique et je voudrais la communiquer au peuple de Dieu, je veux dire aux enfants, aux Congolais, pour savoir que il y a deux personnes qui marchent avec nous à chaque pas que nous faisons en avant. Il y a une personne qui veut nous aider à aller de l'avant et à aboutir à notre destinée, mais il y a une personne qui ne cherche qu'à nous faire du tort pour que nous n'aboutissions pas et que nous n'atteignions pas la destinée. Il s'est passé que dans la semaine de l'indépendance, les tendances des trois personnes se sont dessinées. Comme nous l'avons lu dans le discours du chef d'État Kasavubu, lui il voulait vraiment le juste milieu. Il voulait prendre un peu de Congolais et un peu de Belges. Donc, les mettre ensemble et former la nouvelle communauté nationale sur métis les deux cultures, si on peut utiliser le terme. Un peu le métissage. Et la deuxième tendance, c'était la tendance que représentait Joseph Kasavubu, qui à l'époque était un agent de sécurité des Américains. Déjà. Et pour lui, il ne fallait pas laisser la place à la population dans la direction du pays. Il fallait que l'on soit sévère, strict, reproduire ce que les Belges faisaient pour que la nation marche dans la discipline comme dans l'armée. C'est Mobutu qui représente cette tendance-là. Et Lumumba, lui, il ne pouvait rien entendre sans la population. Il voulait voir d'abord les intérêts de la population.
Alors il se fait que dans la semaine qui a suivi l'indépendance, Lumumba, dans ses habitudes de se retrouver dans la masse, dans la foule, est allé à Yolo. Et il va dans un bar populaire de Yolo, où il y a beaucoup de femmes, et il offre la bière, et tout en étant Premier ministre, il ne se fait pas escorter par une garde militaire. Et les gens qui étaient dans le bar voient comment le Premier ministre danse avec les femmes, comment il se réjouit comme auparavant, au moment où il faisait la publicité de sa bière. Et tout le quartier bouge, on vient vers le bar, c'est la fête, il offre à boire à tout le monde. Sa popularité augmente. Mais comme je dis, il y a toujours quelqu'un d'autre qui marche avec toi, qui ne conçoit pas les choses de la même manière avec toi. On alerte Mobutu, qui était déjà lieutenant général de l'armée. Et Mobutu descend avec une escorte militaire. Et Mobutu entre dans le bar. Il ordonne à Lumumba de quitter le bar et de retourner à la Gombe parce qu'il est Premier ministre. Il ne peut pas descendre au rang du peuple. Lumumba dit non, moi j'ai été élu par le peuple, je dois rester parmi le peuple. C'est le jour de l'indépendance même, c'est quelques jours plus tard. Quelques jours plus tard. Je crois 1 ou 2 semaines même, parce que selon la personne qui Aimé Césaire, qui a raconté l'épisode dans son livre Une saison au Congo. Une saison au Congo. C'est d'Aimé Césaire que j'ai tiré ça. En effet. Mobutu, très fâché, il descend chez Kasavubu. Il dit voilà, ton Premier ministre, au lieu de se respecter comme une autorité, il est retourné dans ça avec la population. Et Kasavubu ordonne à Mobutu d'aller faire sortir de force Lumumba du bar. Donc il vient, malgré lui, il le force et Lumumba sort. La population reste totalement mécontente parce que on leur a arraché la réjouissance. Et quand ils se retrouvent à 3, c'est des coups de poing sur la table, c'est des reproches les uns aux autres. Moi, je veux vivre avec la population. Cette indépendance, c'est pour le peuple, ce n'est pas pour une classe sociale. Les autres lui disent non, si tu es autorité, regardez comment les autorités belges vivaient, il ne faut pas te permettre d'aller à la cité indigène. Parce que si t'arrive quelque chose, malheur à toi. Et cet incident a été parmi les choses qui ont fait que Lumumba, c'est les tâches même de Mobutu, qui était son secrétaire particulier, à qui il a donné le pouvoir de conduire l'armée, et que Kasavubu se dresse contre Lumumba pour dire non, tu n'es pas digne d'être un Premier ministre de ce pays parce que tu te mêles avec la population et tu ne me respectes pas. Ce n'est qu'un épisode, elle est peut-être incontrôlable, mais pour moi, elle traduit l'atmosphère qui a prévalu après l'indépendance du Congo. Parce que nos autorités n'ont pas cherché à se connaître les uns des autres, à étudier la vision des uns et des autres pour faire une symbiose qui allait permettre que le pays démarre sur des bases plus solides. Je laisse le soin aux dirigeants actuels et aux futurs dirigeants de notre pays de tenir compte des petites choses qui détruisent le bonheur du peuple. Si quelqu'un est devenu ce qu'il est devenu, c'est à cause et pour le peuple. On le dit, mais on ne le fait pas. Donc, je ne tire pas de leçon à votre place. Nous avons encore beaucoup de choses à dire sur l'histoire de notre pays, de mon pays que j'aime tant. Et je n'aimerais pas que les générations qui viendront après nous restent vraiment dans l'ignorance, comme s'il n'y avait personne qui pendant tous ces 50 ans a pu observer objectivement
les choses sans rechercher des intérêts personnels. C'est pourquoi je vous laisse le soin d'écouter la voix des baobabs. Le baobab parle. Avant de s'écrouler, il a vu beaucoup de choses et il aimerait les raconter à quelqu'un. Que Dieu vous protège. Chers téléspectateurs, le pasteur T, pour ce qui me concerne personnellement, a réellement anticipé sur quelque chose que nous ferons, c'est-à-dire dans le cadre de nos émissions, dans le cadre des différentes rubriques qui feront l'objet de nos productions, des émissions particulières sur l'histoire, des émissions particulières enrichissantes, instructives, qui doivent nous mener à aller vers ces références-là, que nous appelons les baobabs, au pied desquels nous devons tirer les secrets qu'ils ont emmagasinés à travers le temps. Eux ont vu, eux ont connu, eux ont expérimenté. C'est extrêmement nécessaire. Ce n'est qu'en allant vers eux que nous apprendrons. Ce n'est qu'en allant vers eux que nous nous enrichirons. Ce n'est qu'en allant vers eux que nous comprendrons comment nous pouvons nous diriger. Je regretterais énormément si le pasteur T, excusez-moi, même très rapidement, n'évoque pas juste l'après-indépendance. Comment est-ce que nous passons de cette indépendance du régime de Lumumba, c'est-à-dire l'installation du premier gouvernement, à ce qui a suivi par la suite, et même, s'il le peut, même en quelques mots, ce qui nous conduit jusqu'à l'époque actuelle. Je lui donne entièrement le loisir de pouvoir le dire même en 5 mots, même en 4 mots, même en 3 mots. Encore une fois, je reviens vers lui. Et cette fois-ci, je le supplie. Pasteur T, que pouvez-vous nous en dire? Je ne suis pas surpris que vous me posiez cette question parce que, comme je disais, je connais tout ce qui a connu notre peuple jusqu'au niveau où nous nous trouvons. Et si nous ne faisons pas attention, ça va continuer encore pendant quelques générations avant qu'il y ait des changements. Parce que la doctrine a été arrêtée depuis le 16e siècle, précisément le 17e siècle par Louis XIV, quand il a écrit le Code noir. C'est dans ce Code noir que toute la doctrine sur l'esclavage et sur la colonisation a été élaborée. Et elle se résume en 10 points. Je ne peux pas donner tous les 10 points. Le premier point, c'est la méfiance. Ils ont développé cette doctrine pour permettre que les Noirs ne puissent pas s'aimer les uns des autres, qu'ils vivent dans la méfiance. Un Noir ne peut pas faire confiance à quelqu'un d'autre. Vous ne trouvez pas ça chez les Blancs. Même si vous êtes des partis et d'opinions différentes, quand il s'agit d'affaires nationales, vous vous retrouvez et vous cherchez les intérêts collectifs. Vous vous faites confiance. Chez nous, la confiance n'existe pas. Aujourd'hui, c'est devenu même pire. Même à un parent, on ne peut plus faire confiance. Au Congo, c'est grave. C'est grave parce que la confiance en quelqu'un n'existe plus. On dit que celui qui peut te tuer, c'est celui qui mange avec toi. Alors, comment tu vas lui faire confiance quand la mort est là dans la rue et elle est devant ta porte? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la jalousie. Quand un peuple commence à se jalouser, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut vouloir que quelqu'un d'autre fasse mieux que lui. La jalousie est meurtrière. Méfiance, jalousie, plus alors la haine. La haine. Comment vous pouvez vous unir quand vous êtes animé de haine? Regardez le Congo aujourd'hui. Nous pouvons dire que les étrangers nous font du tort, mais le plus grand tort, c'est celui que les Congolais se font entre eux-mêmes. Et au-delà de la haine, donc méfiance, jalousie, haine,
on peut ajouter effectivement le manque d'amour. Vous voyez, même le roi belge a parlé de l'amour, de l'unité. Aujourd'hui, au Congo, chacun veut tirer son morceau. Quelqu'un a dit publiquement, vendons le Congo, que chacun prenne ses intérêts. Un pays comme le Congo, quelqu'un dit, vendons-le. Mais vous n'aimez pas les générations futures. Vos enfants et vos petits-enfants, ils vont vivre où si vous vendez le Congo? Le manque d'amour. Je m'arrête à ça. C'est ce qui continue jusqu'à aujourd'hui, qui a commencé par l'époque de l'esclavagisme, c'est passé par la colonisation. Nous l'avons accepté et pérennisé et avec l'usage des armes, parce que l'homme qui a une arme est un homme sans moralité, sans honte, sans peur, sans pudeur. Et même s'il est faible, parce qu'il veut voler quelque chose qui se trouve dans la main de l'autre, il se présentera le plus fort. Parce que tout le monde a peur de l'arme. Quand tu viens avec une arme, la force de l'arme empêche les autres de se manifester. Et un pays, un peuple qui vit dans la crainte, la peur de l'arme ne peut plus rien faire. Alors l'ennemi vient, il prend, il vole, il pille, il peut s'en aller parce qu'il n'y a personne qui peut oser. Si tu oses, tu es éliminé. Et ça, ce sont des choses que je n'invente pas, qui se trouvent dans le code noir. Et moi, j'ai dit que ce sont des mensonges. Parce que ce que Dieu a mis en nous, il n'y a personne qui pourra l'enlever. Un jour, ça peut diminuer, mais un jour, ça reviendra à la surface. Les Congolais s'aiment. Les Congolais peuvent être unis. Kassaboubou l'a dit, Lumumba l'a dit. Nous pouvons construire un pays plus beau qu'avant. Nous avons des moyens et des potentialités. Économiquement, nous sommes très forts. Humainement, nous avons une population énorme. Qu'est-ce qui nous manque? Donc, je crois que ce sont les mots de la fin pour permettre à quelqu'un d'aller méditer, considérer la situation comme Dieu dit que les hommes de cette génération considèrent la parole de Dieu. Considérez la parole de ceux qui nous ont précédés. Je termine par ça. Chers téléspectateurs, je demeure, pour ce qui me concerne, sur ma soif. Je vous avais bien dit que j'allais approcher notre premier invité, le pasteur Ti, en profane. Parce que je suis un profane. Combien d'entre nous peut-être? J'aurais voulu le retenir davantage. Je ne peux pas le mener à cette obligation. Mais néanmoins, je crois que nous aurons tous appris qu'il y avait bien quelque chose de fondamental qui a été évoqué, tout particulièrement dans la période qui précède exactement la dernière partie sur laquelle le pasteur vient de faire quelques commentaires. Dans les différents discours du roi des Belges, dans le discours du président Kasavubu et ceux de Lumumba, nous tirons là-dedans qu'il y avait, je l'ai évoqué, j'ai dit, on sentait qu'il y avait de bonnes intentions. Nous pouvons tirer de ces trois discours énormément d'exhortations qui peuvent réellement constituer le fond de nos pensées, le fond qui peut devenir le socle de l'orientation de notre développement. Mais que nous soyons en train de penser à autre chose, que à présent, nous soyons même en train de voguer dans le sens diamétralement opposé de ceux qui avaient exigé, réclamé, qui s'étaient battus pour cette indépendance. Ils avaient évoqué, entre autres, comme dans le discours du président Kasavubu, qu'il faudrait éveiller la conscience, être attentif à cela, à l'éveil, à la je voudrais utiliser le terme, à consolider plutôt la conscience nationale
nous devons demeurer unis. Le Congo ne peut pas se bâtir sans unité. D'autres termes, beaucoup plus évocateurs, beaucoup plus beaux, ont été utilisés par le pasteur Ti. Pasteur Ti, permettez-moi, en quelques mots, comment peut-on projeter l'avenir du Congo? Je vois l'avenir du Congo toujours merveilleux, toujours glorieux. Il y a des étapes que nous devons entreprendre pour reformer la mentalité. Et si je dois être ouvert et honnête, je suis en train de préparer un autre livre. Et je préfère ne pas dévoiler les choses qui seront dans le livre maintenant. Mais je dois dire un mot. Il faut commencer par les forces qui ne sont pas encore polluées. Qui sont, s'il vous plaît? Pour moi, ce sont les enfants, les jeunes et les femmes. Je ne vous ai pas dit plus parce que je garde le secret de l'édition. Encore une fois, chers téléspectateurs, c'était l'un de nos invités parce que l'émission que nous avons intitulée Les 50 ans du Congo comprend plusieurs invités. Chacun avec sa compétence, chacun avec sa contribution, chacun avec son expérience. Nous l'espérons ardemment, va enrichir cette émission. Vous allez pouvoir le constater et en tirer des déductions qui vous seront évidemment personnelles. Nous espérons énormément qu'à l'issue de cette émission, nous allons recevoir vos suggestions. Nous en avons besoin. Nous allons recevoir vos critiques. Nous en avons besoin. Parce que rien n'est parfait. Notre pays n'a pas évolué dans la perfection. Nous en sommes rendus compte. Il y avait beaucoup d'intentions. Il y avait des revendications qui étaient légitimes. Nous avons le droit, nous Congolais, d'aspirer à la félicité, comme tout être humain, au départ, comme tout être humain. Mais ensuite, comme membre d'une nation, c'est notre droit le plus légitime, celui que nous reconnaît notre Créateur, celui qui nous a donné ce pays-là, le Congo, ce grand Congo. Le roi, le souverain belge a évoqué le danger pour le Congo, qu'il pourrait être l'objet de convoitise. Et fort malheureusement, c'est une cruelle réalité. C'est une cruelle réalité qui fait qu'à l'époque actuelle, on ne sait pas définir la tragédie qui se vit actuellement au Congo. Et chose étrange, cette tragédie est couverte d'une chape. On n'en parle pas. Comme qui pourrait dire, silence, on tue. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que les Congolais le méritent? Est-ce que c'est parce que les Congolais sont malheureux d'être Congolais? Est-ce que c'est parce que les Congolais n'auraient pas dû se trouver là? Est-ce que c'est parce que le bon Dieu s'était trompé? Le bon Dieu ne peut pas s'être trompé. Reprenons conscience. Battons-nous. Éveillons-nous. Repartons sur les bons pas. Notre bonheur, c'est nous-mêmes qui allons le construire. Notre bonheur, il est bien de notre devoir de se battre pour conserver, pour entretenir, pour épanouir notre bonheur. Je ne termine pas en conclusion, mais je remercie néanmoins le pasteur Ti d'avoir apporté cette contribution énorme à cette soirée, à cette émission. Encore une fois, merci, pasteur Ti. Partie remise, je suis disposé à apporter encore plus. Parce que je sais que de la même manière que l'esclavagisme est passé, de la même manière que l'État indépendant du Congo est passé, de la même manière que la colonisation belge est passée, de la même manière que
je veux dire, Mobutu est passé, tout ce qui viendra passera. La terre restera comme la parole de Dieu. Voilà mes derniers mots. Eh bien, encore une fois, chers téléspectateurs, c'était bien le Congo en avant. Le seul mot que je puisse ajouter, il est inséré dans notre hymne national. Dressons nos fronts, longtemps courbés. Donc, mettons-nous debout et allons de l'avant. Prenons le plus bel élan. Et prenons le plus bel élan. C'est sur cette arme que je vais m'arrêter plutôt sur notre premier invité. L'émission n'est pas terminée. Vous allez pouvoir le constater. Je vous remercie. Atusimba guitare na maboko okeno belenga elenga mokili ekobaluka atandele mondele akosukwana tandele kobaluka atandele mokili ekobaluka Tandele bande kwa tandele atandele